de faire que les gens se rencontrent, s'aiment. C'est pas cucu ça, c'est important. Vous écoutez Ciné Dévoré. Ici, on discute, on décortique et on partage les rouages du cinéma. Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Si pour beaucoup, il a permis une entrée dans le monde du cinéma, pour d'autres, un certain mépris surgit lorsqu'on évoque le sujet du mainstream. Aujourd'hui, une émission spéciale non pas consacrée à un film distinct, mais à un sujet plus général, le mainstream. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis entouré d'aficionados de l'émission, vous les reconnaîtrez sûrement. Premièrement, elle a popularisé le terme moshi moshi. Elisa, Bonjour. un rocker, Kim. Bonjour. Et voilà, le chouchou de l'émission, Lubin. Bonjour tout le monde. Mais avant tout propos, Elisa, Kim et moi-même sommes allés à la rencontre du public du Concorde pour connaître leur avis sur le sujet. Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. C'est quoi votre rapport au cinéma mainstream, à toutes les grosses productions américaines, hollywoodiennes ? Moi j'apprécie certains grands films, si c'est pas trop aventure, choses comme ça. Alors j'aime beaucoup, j'ai une grosse affection pour Star Wars, la base. Indiana Jones ou des prods comme ça me plaît beaucoup. Ça m'arrive d'en regarder, pas contre, mais c'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce qui fait que parfois vous allez plus tendre vers du mainstream et parfois plutôt aller chercher des propositions indépendantes comme ici au Concorde ? Ça va dépendre de l'envie, de ce qui sort aussi. Ça dépend vraiment, et puis aussi de l'histoire que je peux avoir avec certains films, certains réalisateurs. Si c'est un Spielberg, je vais y aller les yeux fermés en fait, en me disant bah oui. Qu'est-ce qui vous pousse à venir dans des cinémas à essai plutôt que dans des grands cinémas mainstream ? Parce que toute cette publicité faite autour d'un film qui va pas forcément faire avancer les choses dans le monde, ça m'intéresse pas trop. Quand je vais au cinéma, je vais à la recherche d'une belle histoire, d'acteurs qui jouent bien, et je me lasse vite des histoires qui sont cousues de fil blanc, qui sont des gros clichés. J'aime bien les bons scénarios qui me surprennent. Par exemple, Le Brutaliste, j'ai adoré. Je suis moins attirée par le cinéville où il y a des films à grande publicité, mais pas avec un thème forcément intéressant. Et puis c'est les émotions. Et les émotions, je les ressens plus souvent dans des films d'arrêt d'essai, des petits films des fois. Avant de commencer tout propos, je pense qu'il est important de rappeler la définition du mainstream, parce que évidemment ça ne s'applique pas que dans le cinéma. Le mainstream en général, c'est un courant dominant qui plaît à tout le monde, qui est assez conventionnel, populaire, qui est largement accepté dans la culture. Pour le cinéma, on va plutôt être sur une tendance dominante de consommation. Ça peut être tout autant anti-impérialiste comme anti-populaire. Mais il est vrai que c'est aussi difficile de cerner ce qui est mainstream, ce qui ne l'est plus. La frontière peut être floue. Autour de moi, j'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'il y a un film qui est en rapport avec le mainstream qui vous a marqué, que vous aimeriez parler aujourd'hui ? Elisa, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les Harry Potter. Waouh. Ouais. Wow. Du coup, développe, ouais. Faut développer. Je pense que c'est ce qui m'a introduit dans le cinéma. Déjà, c'est le mainstream. Et c'est justement des films comme Harry Potter, que j'ai regardé quand j'étais jeune et que j'ai beaucoup apprécié. Kim ? Ouais, je pense que c'est un truc qui est commun à un peu tout le monde, de commencer le cinéma par le mainstream, parce que c'est une porte d'accès assez facile. Et moi, j'ai cet exemple de... C'est même pas un film, c'est une saga pour moi, les Toy Story. C'est vraiment une saga... Classique, Pixar. La fourchette, là. Oh. Les émotions. Non, mais ouais, quand c'est une grosse saga quand même, Pixar, appartient à Disney, on est vraiment sur des grosses productions américaines. L'âge d'or de Pixar, peut-être, je lance ça. Pour moi, c'est l'âge d'or de Pixar. Pose la question. Très bien. Pour moi, Toy Story 3, on est sur c'est intouchable. Ouais. On fera jamais... Omar Sy ne joue pas dedans, par contre. Faut le préciser. Mais ouais, non, pour moi, les Toy Story, c'est vraiment une saga mainstream qui marche vraiment bien. Ok. Et toi, Lubin ? Moi, ça rejoint un peu ce que disent Kim et Elisa. Non, oui. Je te rappelle de mon prénom.
Non, oui, moi, forcément, j'ai beaucoup regardé des Disney étant plus Non, jeune. ouais. Et non, aussi beaucoup de films Marvel, j'aimais beaucoup. C'est peut-être ça qui m'a... Lequel en particulier? T'en as un en tête? Non. Ok. Merci à toi. Non, mais qui m'ont un peu introduit au mainstream et plus globalement, je pense peut-être au cinéma. Très bien. Est-ce que voilà, vous avez évoqué des mainstreams dans votre enfance? Évidemment, vous êtes adulte aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que dans l'évolution du mainstream, voilà, vous avez grandi, vous avez un autre regard peut-être, ou même juste le mainstream a grandi avec vous? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une baisse de qualité de ce mainstream ces dernières années, que la recette du mainstream, à savoir le fan service, le manque de renouveau, c'est voué à justement à baisser en qualité? Kim, je te lance. Bah, j'avoue que assez naturellement, moi je me suis plus dirigé vers le cinéma indépendant, etc., le cinéma à réessai. Oh, les Encore. cinéphiles comme ça. Non, mais sans jamais tomber dans le c'est mainstream donc c'est caca. Mais c'est le titre Belle de ton comparaison, dernier livre ouais. quand même. de quoi? C'est le titre de ton dernier livre, faut le dire. C'est important. Mais non, ouais, je trouve quand même que ces dernières années, mais ça, vraiment ces dernières années, ces 2-3 dernières années, je trouve que c'est quand même un truc qui a commencé il y a un petit moment, mais qui est vraiment visible depuis quelques années, mais vraiment récemment. C'est que il y a il y a plus de renouveau en fait. On est sur des recettes qui tournent en boucle. Et au bout d'un moment, si je reprends l'exemple de Toy Story, je trouve que le 4 pour moi est un peu en dessous du reste, mais ça restait, je trouve, vraiment un bon film. Ok. Maintenant, je trouve que les sorties, depuis 2 ans, je dirais, 2-3 ans, 2 ans, ouais, Il manque quelque chose. c'est vraiment compliqué. Je commence vraiment à tourner en rond, quoi. Quelqu'un veut ajouter quelque Notamment chose? je pense par exemple à Disney, tu parles de Toy Story, mais c'est vrai que quand on regarde les films qui vont sortir ou qui sont sortis ces dernières années, c'est quasi que des suites ou des remakes de films déjà existants. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de projets originaux. Ouais. Et mais en même temps, quand on regarde les films qui fonctionnent le plus, c'est Ouais. les suites et les remakes. Je pense par exemple, là, il y a Vaiana 2 qui est sorti, qui Le a fait Tuche 4. succès. Il y en a 2, c'est Est-ce qu'on doit toucher au tuche après? le patrimoine, s'il te Après plaît. là, évidemment, il y a aussi Captain America qui vient de sortir. J'ai pris une claque. Énorme Je classique. l'ai pas vu. J'ai évidemment, pleuré. Je ne l'ai pas vu. J'ai pleuré. Elisa, t'en penses quoi? Je l'ai pas vu non plus. Ok. J'ai pas un très bon feeling à propos de ce Avec film. l'Amérique, ouais. En général. Le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, qui était justement connu pour ses films indépendants néo-zélandais, et qui en 2017 ou 2016, je ne sais plus, a accepté de faire le film Thor 3. Mais il a déclaré récemment dans une interview que c'était uniquement pour l'argent. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que c'est l'argent qui dirige? Pas du tout, c'est pas ma question. Mais est-ce que voilà, le rapport à l'art et à l'image dans le mainstream, est-ce qu'il est conditionné uniquement à un aspect financier, que ce soit au niveau des acteurs, des productions? On va commencer par Elisa. Je pense que tu as un peu répondu à la question. Parce qu'il a dit lui-même que c'est Je trouve l'argent. que j'ai dit les termes. Oui, tu as carrément dit les termes. Merci. Kim. Bah non, clairement, pour aujourd'hui, quand tu regardes les films mainstream qui sortent, aujourd'hui, tu vois clairement une recette qui se dessine. Et il y a un... Ce que je disais, il y a même comme disait Lubin, il y a un manque de renouveau. Quand on est vraiment sur quelque chose qui... C'est du réchauffé. À chaque fois, on ressort la même chose, on reprend les mêmes licences, les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs. Et même dans des productions originales, je vais être obligé de taper sur un film qui a beaucoup plu. Moi, Le Robot Sauvage, ça fait plaisir. Nouvelle production, nouveaux personnages, des trucs très bien. C'est toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes choses qui reviennent, les mêmes thèmes qui sont abordés de la même manière, Il y avec en a le même marre. angle. C'est les mêmes. Les bandes originales aussi, par pitié. Je sais que c'est un point très particulier, hein, mais les bandes originales, par pitié, est-ce qu'on peut changer? On va changer en quoi? C'est les mêmes musiques qui reviennent à chaque fois, ou en tout cas les mêmes variantes de musique. Il y a des musiques qui sont surpompées en boucle depuis. Je pense à Take On Me de AA là. Il y a plein de films qui les mettent, genre le film Mario. Pourquoi ils mettent Take On Me de AA? Ouais, mais c'est marrant, il y a Bon, Luigi et tout. Voilà, on est Lubin, là. à ton avis? Non, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est que aussi, je pense que le public va vers ce qu'il connaît, peut-être a moins envie de prendre des risques. Et c'est pour ça aussi que les films qui fonctionnent sont des films, des suites, des remakes, et des films où le spectateur sait déjà ce qu'il va aller voir, et va peut-être moins prendre le risque d'aller voir
des nouveaux films qui ne sont peut-être pas encore connus. Et donc, mais je pense que les productions, leur but premier, est-ce que c'est de faire de l'argent ou est-ce que c'est de faire de l'art? Et donc, forcément, si c'est pour faire de l'argent, ben, ils vont faire ce qui est commercial et donc ne pas forcément se réinventer. Donc pour toi, un problème des deux côtés, que ce soit les productions ou les téléspectateurs. Et moi, pour revenir sur ce que tu disais, Lubin, c'est vrai que jusqu'à il y a 1 an, avant que je découvre le cinéma d'auteur grâce au Concorde, Shout out. applaudissements, je connaissais que le mainstream en fait. Donc je pense que oui, j'avais un peu peur d'y entrer. Et voilà. Et est-ce que vous pensez justement que la curiosité des spectateurs est nécessaire pour sortir de cela, ou c'est tellement ancré que c'est pas possible d'y sortir, quoi? Moi perso, c'est ce qui m'a fallu un peu de curiosité. Et je suis D'accord. très heureuse C'est le maître mot. d'en être arrivée là aujourd'hui. Ouais, vraiment, faut pas avoir peur, faut vraiment qu'on se débarrasse aussi de cette image cinéma réessai, c'est le cinéma chiant de vieux, les plans fixes, 2h30, enfin, il y a une image vraiment, moi il y a des gens, dès que je leur dis que je vais au Concorde, ça me regarde de travers. Non, faut juste être curieux et pas avoir peur d'aller chercher d'autres choses. Ok. Non, alors là j'aurais un cuit de culot. Quoi de mieux sur un podcast qui aborde le thème du mainstream que de faire une chronique sur la nouvelle vague? Si l'âge d'or du cinéma français est une période difficile à cibler, il est certain que la nouvelle vague a façonné celui d'après en s'affranchissant des codes de celui d'avant. Si ce terme de nouvelle vague est empreint du vocabulaire de Françoise Giroud, l'essence même de ce courant reste à la critique des cahiers du cinéma, de Rive Gauche et des autres, ce que Cléo de 5 à 7 est à Agnès Varda. Je m'explique. Ce mouvement est né à la fin des années 50 d'un certain Godard, Chabrol, Rivette, Romer ou encore Truffaut, il y a peu mentionné à la 50e cérémonie des Césars par Catherine Deneuve lors de son discours d'ouverture. À l'époque critique dans la revue mensuelle des cahiers du cinéma, du haut de leur petite trentaine ou pré-trentaine, les voilà déjà fatigués, lassés et pour peu bientôt exaspérés du cinéma d'après-guerre. Trop codifié, théâtral manquant de naturel, coûteux et souvent tourné en studio, Truffaut dénonce la qualité française. Sa jeunesse partage peut-être le même langage mais pas la même langue. On n'aime pas le cinéma de fils à papa. Alors, quand tous réalisent leur premier long métrage entre 58 et 59, voici ce qu'ils proposent. La nouvelle vague, ce sont des histoires simples, des dialogues souvent improvisés, parfois même soufflés pendant la scène. On tourne en extérieur, en filmant les passants sans leurs accords, avec des petites équipes. En clair, c'est beaucoup de liberté et du réalisme. Un restaurant ne ressemble pas à un restaurant, puisqu'il l'est déjà. Les plans sont filmés avec des caméras désormais portables, comme la Caméflex, qui permet de suivre les personnages. Les plans sont plus instables et autorisent à beaucoup plus de plans séquences, mais aussi de plans sur plan, que je vous introduirai avec plaisir dans le prochain podcast. Le rythme est irrégulier et frénétique. Pour ne citer qu'elle, Agnès Varda, plutôt rive gauche que cahier du cinéma, est aussi considérée comme l'une des pionnières du mouvement, même si son premier long métrage, La Pointe Courte, est réalisé en 1955. Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, Les Créatures, Lion's Love, elle aussi ose, filme parfois en couleur, qui brise les mœurs, et pour ne pas manquer d'achever les puristes de l'époque, féministe. La nouvelle vague, c'est certain, n'était pas vouée à durer. Durer aurait été se codifier, et ce courant est bien trop spontané et en proie à bousculer les conventions pour ça. Le mouvement s'essoufflera doucement au courant des années 60, mais peu importe, la révolution est entamée, le cinéma d'auteur français est né. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pour le podcast Ciné Dévoré. Je suis avec Ulysse. Bonjour. Et on va interviewer Margot qui travaille à la fois à la billetterie et pour la communication du cinéma Le Concorde. Bonjour, oui, c'est ça exactement. Ulysse, t'as préparé quelques questions? Ouais, exactement. Alors Margot, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous exposer ton parcours? Oui, d'accord. Alors moi, j'ai pas vraiment un parcours typique. Bon, déjà, je suis au cinéma Le Concorde depuis environ 1 an. J'ai en effet commencé à la billetterie par des remplacements. Et après, je suis passée directement en assistante en fait, de communication. Et du coup, maintenant, j'alterne avec ces 2 postes-là. Et sinon, mon parcours, il est très différent. À la base, je suis formatrice en communication et développement personnel. Et j'ai aussi monté ma boîte d'upcycling, de création de vêtements. Donc, je suis un peu une touche à tout. Et on va dire que, voilà, il y avait déjà une partie infographie parce que je me suis fait former en infographie, donc à la communication graphique.
Donc voilà ce qui m'a permis aussi de pouvoir venir sur ce poste au Concorde. Tu nous parlais des deux aspects un peu de ton métier. C'est vrai que tu as deux postes qui, sur le papier, ont l'air assez différents. Comment tu gères ces deux métiers et comment ils peuvent s'entrecroiser? Est-ce qu'il y a des liens que tu arrives à faire entre quand tu es à la billetterie et quand tu fais la com du cinéma? Ouais, il y a carrément du lien. Justement, c'est ce que je trouve intéressant. Dans l'idée, moi, je suis seulement 2 jours à la billetterie, donc un week-end sur 2 en fait. Et sinon, je suis à la communication dans mon bureau. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est de pouvoir au moins avoir du lien avec le public, en fait, tout simplement. D'avoir aussi les retours des spectateurs sur les films. Comme ça, moi, je sais un peu plus comment est-ce que je dois diriger ma communication. Et voilà, pour pouvoir ne pas toujours être derrière un ordinateur et de créer du lien humain aussi derrière avec la billetterie. Donc moi, ça me va très bien de pouvoir avoir ces deux parties-là. Tu parlais de lien humain justement. Tu es dans un cinéma d'art et essai au Concorde. Est-ce que tu entretiens une relation assez particulière avec les clients qui pourrait différer d'autres cinémas ou pas du tout? Alors après, moi, j'ai pas eu d'autres expériences en cinéma, donc c'est compliqué pour moi de me rendre compte. Après, un lien particulier avec les spectateurs, un peu, je pense que chaque personne à la billetterie a un lien différent en fonction justement de sa communication, de son engagement auprès des spectateurs, etc. Mais bon, je n'ai pas plus de... Proximité, merci. On va passer sur l'aspect plus communication. Comment tu donnes envie à travers la communication aux gens d'aller au cinéma et de se déplacer ici? Niveau communication, dans l'idée, je vais toucher plusieurs axes. Donc, je vais travailler déjà. C'est pas moi, hein. On est bien plusieurs dans l'équipe. C'est pas moi qui fais le programme, par exemple. Mais donc, on va toucher tout ce qui va être print. Les programmes, les affiches, il y a plein de choses qui vont se dupliquer pour déjà être visibles et donner envie. Et puis après, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être sur le site internet. Et le but, c'est de diffuser et de communiquer le plus possible sur les films qu'on a en salle sur le moment. Et d'essayer de donner envie. Moi, je trouve que les vidéos sont aujourd'hui ce qui touche le plus. Donc, j'essaye de mettre le plus de bandes annonces, le plus de choses qui nous donnent envie de venir voir le film instantanément. C'est vrai que depuis le début, on parle de l'aspect réseau, mais il y a aussi tout l'aspect papier, avec les programmes papier, tous les petits flyers que peut y avoir. C'est toi aussi qui t'occupes de ça, du coup? Alors, moi, je m'occupe du jeune public, mais par contre, tout ce qui va être programme hebdo et mensuel, ça va être mes collègues. En fait, on se partage les tâches sur tout ce qui est print. Et voilà. On sait aussi que tu es à l'origine du logo des Cinévores. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai que sans toi, le projet n'aurait sûrement pas existé, il faut le dire. Oui, au moins ça. Qu'est-ce que tu en penses finalement des Cinévores, de l'évolution? Ça dépend si on parle de ceux qui font la gazette ou ceux qui font le podcast. Ton avis général. Au global. Non, moi je trouve que c'est un super projet, que c'est... Après, c'est aussi à vous de nous en parler, parce que j'avoue que c'est pas moi qui suis dans le groupe. Mais non, c'est une super initiative, ça a l'air de vous plaire. Et puis moi je trouve que votre travail est très très chouette, donc on a envie de voir la suite. Tu aurais aimé en faire partie si tu avais l'âge? Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Pour finir, est-ce que tu aurais un avis, plutôt un film à nous recommander actuellement là, qui est en salle? Eh bien, tout le monde pense que quand on travaille dans un cinéma, on voit énormément de films, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, il m'en manque encore pas mal. Mais en ce moment, on a La Pampa qui, moi, me donne très envie. Donc je pense que, vu les retours de spectateurs et les critiques, faut y aller à fond. Merci Margot de nous avoir accordé un peu de temps pour cette interview. Merci à vous, c'était très chouette. À bientôt. C'était vraiment cool. Au revoir. Au revoir. Si l'amour rend aveugle, le cinéma rend la vue. Tout de suite, la chronique coup de cœur de Lubin. Dans la continuité des réalisateurs de la Nouvelle Vague, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de mes films préférés, un film de 1970, non pas d'Agnès Varda mais de son mari Jacques Demy. Je vais vous parler de Peau d'âne. Préparez votre
Après Les Parapluies de Cherbourg en 1963 et Les Demoiselles de Rochefort en 1967, Demy, le réalisateur aux 1000 couleurs, réalise son 3e film musical, et bien évidemment, Jamais sans Catherine Deneuve. Le film est une adaptation du conte éponyme de Charles Perrault. Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins. Un roi incarné par Jean Marais, que l'on retrouve 24 ans après avoir incarné la Bête dans le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau, film qui fut la plus grande inspiration de Jacques Demy et qu'il n'hésite pas à référencer à plusieurs reprises. Un roi, endeuillé après la mort de sa femme, à qui il fait la promesse de ne se remarier qu'avec une femme, plus belle et mieux faite qu'elle, qu'on retrouve aux allures d'une véritable princesse. Nous avons donc notre réponse. Il n'y a pas de plus belle femme que Catherine Deneuve, si ce n'est Catherine Deneuve elle-même. Sous les conseils de sa marraine la fée, Delphine Seyrig, la princesse, pour éviter d'épouser son père, lui demande des robes les plus impossibles les unes que les autres. Mais le roi les lui donne toutes. Elle finit alors, comme dernier recours, par lui demander la peau de son âne si précieux. Dans son film, Jacques Demy nous invite littéralement à rentrer dans un conte de fées. Un conte de fées auquel il donne vie grâce à des costumes et des décors fantastiques imaginés par Agostino Pace. Évidemment, comment parler de Peau d'âne, et plus généralement de Jacques Demy, sans parler de l'immense Michel Legrand et de ses enchanteresses chansons et musiques qui renforcent la magie du film. Peau d'âne, c'est aussi les retrouvailles du couple Catherine Deneuve et Jacques Perrin, non plus blond, mais brun, qui nous avait laissé un poil frustré à la fin des Demoiselles de Rochefort. Peau d'âne, c'est également une sorcière qui crache des crapauds, des chevaux rouges et bleus, des femmes nues, peintes en bleu entourées de lierres, en guise de décoration, un trône en forme de chat, et même un hélicoptère au château de Chambord. Finalement, Peau d'âne, c'est avant tout un conte grave sur l'inceste, raconté sous forme d'un film ultra coloré, avec des chansons enchantées et des collants pailletés. Peau d'âne qu'on pourra retrouver sur Arte, tandis qu'en salle, Kim, qu'est-ce qu'on a à voir dans ce mois de mars? Le mois de mars, il va être extrêmement chargé en termes de sorties, surtout au Concorde. D'abord, le 5 mars, on aura Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, film extrêmement attendu d'un réalisateur multiprimé. À la même date, on aura Striptease Intégral, un film basé sur la série documentaire qui avait fait beaucoup de bruit sur YouTube. Le 12 mars, on aura aussi Black Box Diaries. Et enfin, le 17 mars, à ne surtout pas manquer, on aura 2 séances spéciales. Une première à 18h, présentée par le KM et nous-mêmes, les cinévores, d'autres membres de la Gazette, sur Kneecap, film irlandais avec un groupe de rap qui avait beaucoup plu au Festival international du film. Et on aura ensuite, à 20h30, Fahrenheit 451 de François Truffaut. Merci à tous d'avoir suivi ce 2e épisode Dessiné, dévoré, consacré au mainstream. Je voudrais déjà remercier toute l'équipe autour de moi, Elisa, Lubin, Kim, mais aussi l'équipe technique, que ce soit Bastien ou Kessie. Un grand merci aussi au Concorde et à Graffiti pour le prêt du matériel. Et évidemment, un merci au CNC qui a mis ce dispositif via l'ambassadeur jeune du cinéma. À bientôt!